Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV. Vous le savez, en ce moment à Paris se déroule le grand salon Vivatech dont c'est la 3e édition et nous sommes très heureux d'être présents encore une fois cette année ici sur le stand de la Poste pour vous faire découvrir toutes les innovations qu'on a dégotées pour vous. Et merci d'être là pour ce deuxième 01 Live. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous pour ce deuxième 01 Live depuis Vivatech. En effet, nous vous avons dégoté un robot et un scooter électrique. Alors vous allez voir, le scooter électrique, c'est un scooter connecté et c'est une avant-première parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Il est signé Peugeot, c'est un petit bijou qui est en test depuis pas mal de temps aux États-Unis, enfin en test, qui est commercialisé aux États-Unis. Et vous pourrez le voir en direct tout à l'heure, hein. Il est juste derrière le plateau. François vous fera une démonstration en principe. Alors je ne sais pas s'ils vont pouvoir me libérer quand même une longue ligne droite parce qu'il y a beaucoup de monde ici quand même à Vivatech. Hein. Et puis nous parlerons également d'un robot français de surveillance, un petit robot de surveillance. Voilà, ça arrive, les robots dans nos maisons pour faire office de chien de garde. C'est une start-up française qui s'appelle Émergence qui viendra nous présenter ça tout à l'heure. Voilà, et tout de suite donc on va évoquer le jeu vidéo présent ici au salon Vivatech parce que demain, rappelons-le, c'est une journée grand public. Et puis on va parler du carnet de santé de la Poste avec notre invitée Nathalie Collin. Soyez les bienvenus. Le jeu vidéo, ça sera dans un instant avec notre invité Ubisoft qui est vraiment très présent cette année avec une grande salle d'arcade qui sera ouverte au grand public demain puisque demain c'est la seule journée ouverte au grand public de Vivatech à Porte de Versailles. Voilà, c'est Joachim Tuile. Bonsoir, on vous dit bonjour quand même Joachim, bonjour. Vous êtes là, on vous donne la parole dans un instant. À vos côtés Nathalie Collin, bonjour Nathalie Collin. Merci de nous accueillir cette année encore sur le stand de la Poste. Plaisir. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe La Poste en charge de l'innovation. Toutes les transformations numériques de La Poste, c'est vous. Et on va parler donc de votre actualité qui nous concerne tous parce que ça touche à la santé. Vous êtes en train de mettre en place une plateforme pour que nous puissions enfin accéder, partager et conserver facilement nos données de santé, c'est ça ? Et on l'avait évoqué au CES de Las Vegas d'ailleurs il y a quelques mois. Absolument, on l'a lancé au CES de Las Vegas et là on est en train de passer à une phase, on va dire, plus industrielle du carnet de santé. Mais peut-être expliquer un peu pourquoi la Poste s'intéresse tout d'un coup à la santé finalement. Oui, c'est vrai que nous, ça ne nous surprend même plus parce que maintenant on sait que vous êtes au CES depuis des années. On commence à mais être vous avez raison. Mais c'est vrai. Il faut rappeler ce que vous faites là quand même. Alors, mais finalement, La Poste, c'est une entreprise qui a 6 siècles. J'aime bien le rappeler dans un endroit comme Vivatech. Je trouve que c'est assez amusant. Et je voudrais dire à tous les jeunes start-upers ou les gens dans la tech ou comme toi, par exemple, que le 6e siècle est de loin le plus difficile. Ah. T'es prévenu comme ça. Alors, pourquoi c'est le plus difficile ? Parce que évidemment, la façon de transporter les messages a énormément évolué. Il faut se souvenir que nous, on a démarré avec Louis XI, les bottes de 7 lieues et les relais postaux. Oui. Donc ça a pas mal changé quand même en 6 siècles. Mais vous avez beaucoup moins de postiers à cheval aujourd'hui, j'ai remarqué. Beaucoup moins. Mais qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est l'essence même du message qui, ou s'est radicalement transformé, on voit les chatbots, on voit tout ce qui se passe, ou alors a disparu. Et donc, on se retrouve face à une transformation extrêmement profonde de notre façon de penser le rôle postal, qui est un rôle d'opérateur universel des échanges, et comment on le transpose dans le monde digital. Alors, quand on est dans cette situation-là, il vous reste finalement l'ADN de l'entreprise. Et l'ADN de la Poste, elle est très digitale, cette ADN. C'est l'universalité, la pérennité, la neutralité, le rôle de tiers de confiance, puisqu'on est à Vivatech. Je voudrais rappeler que les postiers prêtent serment. Ils prêtent serment sur le secret des correspondances. J'aime bien le rappeler, Snowden lui-même avait dit, si vous voulez envoyer un message et que vous ne voulez pas qu'il soit lu, le mieux c'est de l'envoyer par la poste. Donc je trouvais que c'était assez intéressant. Mais il y a peu de gens qui savent que justement les postiers prêtent serment. Les postiers prêtent serment, ils prêtent serment sur le secret des correspondances. Et nous avons rajouté la e-privacy. Alors je ne me prive pas de le dire parce qu'on est le jour de la mise en œuvre de RGPD. Et donc, ils prêtent serment aussi sur la e-privacy et sur les data. Et d'ailleurs, demain, ici même, 100 postiers vont venir prêter serment. Et donc, on s'est basé sur ce rôle de tiers de confiance. Et quand on tire ça avec un autre fil, qui est que finalement, on a connu la période d'industrialisation du XXe siècle et cette grande période avec le digital au XXIe de personnalisation des services, ça offre des perspectives extraordinaires, par exemple, dans le domaine de la santé. Alors là, on va arriver sur le domaine de la santé. Mais juste une petite question, Nathalie. Il était urgent d'innover pour la Poste parce qu'il y a de moins en moins de papier.
Et vous le disiez, c'était le métier principal de la Poste, de distribuer du papier. Donc, Alors, si cette transformation ne se fait pas, la Poste aurait pu disparaître. La Poste doit réinventer son rôle d'opérateur universel C'est ça d'échange qui est dans le monde formidable digital. aussi. Oui, dans un univers où en volume, on perd entre 6 et 7% par an de volume de lettres. Hein. Ça, c'est la réalité de notre Même marché. avec les colis, parce que c'est vrai Oui, qu'il y a c'est moins vrai. de papier, mais il y a plus de Non, colis. croissance des colis. Croissance à 2 chiffres des colis, hein, Oui. en gros, que ce soit dans l'Express ou pour Colissimo. Mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, quand vous avez 100 de chiffre d'affaires, il y en a 20 de colis et 82 lettres, malgré tout. Donc le d'accord. poids de la lettre ouais. est très important. Hmm. Mais ça mériterait une émission supplémentaire, hein, parce qu'il faudrait que je vous parle aussi de la banque, de l'Express et de l'international. Donc je vais me reconcentrer sur Sur la santé, sur la parce que c'est santé. le gros morceau et c'est vraiment très innovant en fait. Oui, parce que si on déploie ce rôle de tiers de confiance, on se rend compte qu'on peut avoir une approche patient-centrique. Aujourd'hui, la santé, elle soigne les maladies. Vous allez me dire, c'est bien normal, je suis assez d'accord avec ça. Et en même temps, on ne met pas les gens en position d'être acteurs de leur propre santé. On voit la difficulté qu'il peut y avoir dans un parcours de santé quand on va voir un premier généraliste, ensuite un spécialiste, qu'on a des analyses, qu'on les a perdues parce que le lien est dans un mail d'une boîte qu'on n'a pas forcément gardé, etc. On n'est pas en situation d'être acteur de sa santé. Ce que change le digital, je trouve dans tous les domaines, c'est le lien direct entre finalement la techno, l'information et la personne qui utilise elle-même cette techno et cette information. Et ce rôle de tiers de confiance, il est très important parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un espace numérique de santé. D'abord, je voudrais dire une chose que je pense que vous ne savez pas, c'est qu'avec notre filiale DocaPost, nous sommes le premier hébergeur de données de santé en France. Le premier cloud santé, Absolument, finalement. c'est nous qui avons créé l'hébergement de données santé pour le dossier Mais pharmaceutique. qu'est-ce qu'il y a sur quel type de données santé on peut mettre sur votre système? Aujourd'hui, on héberge pour l'ordre des pharmaciens D'accord. tous les dossiers pharmaceutiques médicaux. D'accord. Demain, avec le carnet de santé digital de la Poste, vous aurez un espace numérique de santé dans lequel il y aura vos données de santé. Mais ça peut être mes radios, mes scans, enfin Ça peut être tous les plus que- documents numériques. Ça peut être tous les documents numériques ou que vous décidez de scanner. Et vous aurez une application qui s'appelle la Poste e-Santé, qui est sur tous les stores, elle est tout à fait téléchargeable, qui vous permet de récupérer les informations, qui vous permet de monitorer tous vos objets connectés de santé. Alors aujourd'hui, les gens n'en ont pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on travaille, et là je vais vous faire une annonce, puisque c'est important. Nous, on a travaillé sur la santé avec des médecins. J'étais tout à l'heure avec le professeur Toledano. On travaille avec des médecins pour voir comment ils ont envie de travailler la donnée dans la santé. On travaille dans une vision complètement patient-centrique qui règle les problèmes de confidentialité et de portabilité, puisque vous êtes propriétaire de vos propres données et vous donnez ordre à la Poste d'y donner accès à un médecin, à une mutuelle pendant un mois, parce que vous allez avoir envie d'avoir un coaching pour arrêter de fumer, par exemple, et vous allez avoir la garantie, si vous dites à la Poste, au bout d'un mois, vous retirez le lien vers mes données de santé, on le retire. Donc on met le patient au cœur de son écosystème de santé. Et là, on a signé aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement fondateur avec Thierry Chiche, qui est le président d'Elsan. Elsan, c'est le premier groupe de cliniques en France. Combien de cliniques? 120 cliniques, 2 millions de patients, 6 000 médecins. Donc ça commence à être, avec la volonté d'équiper d'outils digitaux les patients de la clinique Elsan. On s'est donné 2 ans pour le faire. Et ce qui est très intéressant en tant qu'opérateur d'infrastructure, c'est que c'est ouvert. Ils vont poser eux-mêmes leur propre parcours de soins. Je vous donne un exemple. On teste par exemple en ce moment même un parcours de soins pour les transplantés pulmonaires avec l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, qui sera posé sur cette plateforme. Parce que si tout le monde se met à faire des applications médicales et qu'il faut aller dire au médecin qui doit rentrer dans 12 applications Non, c'est pas médicales possible. différentes dans la Il journée faut quelque pour chose aller remplir. d'universel et de compatible, on va dire. Et la Poste est une infrastructure universelle. Donc c'est ça qu'on développe. Alors Elsan, c'est très important parce qu'ils vont poser eux-mêmes leur propre parcours de santé, puisque nous, on n'est pas des médecins, on n'a pas la vocation à faire ça. On met l'infrastructure et l'interface avec le Toussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet, c'est la base pour développer de la télémédecine. Elsan est leader en télémédecine. C'est la base pour développer de la pré- et de la post-hospitalisation à domicile, qui est un enjeu extrêmement important. Vous imaginez avec les déserts médicaux, le vieillissement de la population. Aujourd'hui, on sait que plus de 50% des dépenses médicales en France sont sur les personnes de plus de 50 ans. L'enjeu de laisser les personnes à leur domicile devient de plus en plus clé. Et la Poste gère
tout ce flux finalement du digital, alors là on est sur les data et le carnet de santé digital, jusqu'au service, puisque comme vous le savez, nous avons aussi acquis des entreprises comme Asten qui font des prestations médicales à domicile. Et Nathalie Collin, comment ce dispositif se conjugue avec les autres carnets de santé entre guillemets qu'on voit apparaître? Alors il y a des choses chez Apple, je crois qu'il y a des projets chez Microsoft, il y a aussi un projet public, etc. Comment est-ce qu'on va avoir demain plein de carnets de santé finalement? Alors nous on espère que non, en tout cas notre vision à nous, elle est une vision très ouverte, universelle et complètement interopérable. Aujourd'hui, celui qui existe sur le marché, c'est celui que vous avez dans votre iPhone, si vous avez un iPhone, je vois que c'est le cas. On peut très bien récupérer les données du carnet de santé d'Apple dans le carnet de santé de la Poste. C'est ouvert, du côté d'Apple comme d'une autre. C'est le patient qui décide ce qu'il fait de ces données de santé. Et on aura la même vision avec tous les opérateurs. Quand on a par exemple des personnes qui nous disent « Moi je suis super intéressé par votre carnet de santé, mais je veux l'avoir en exclusivité », on refuse, d'ailleurs je le dis publiquement, on le refuse parce que sinon on permet l'essence même de la capacité d'avoir un tiers de confiance universelle sur la santé. Donc on sera interopérable avec tout le monde et on l'espère complémentaire. Parce que vous avez différents grades, on pourrait dire aussi DigiPost Santé. DigiPost Santé est plus un outil finalement d'administration de sa santé, vous n'avez pas de suivi particulier, vous n'êtes pas diabétique, vous n'avez pas besoin de prendre votre tension, etc. Ça peut tout à fait vous suffire, vous suivez vos vaccinations, vous suivez vos remboursements, ça vous convient. Et puis un jour, vous avez de la tension, vous avez envie d'avoir un tensiomètre à domicile, ou bien vous avez envie de partager vos analyses médicales avec plusieurs opérateurs de santé et de pouvoir le faire de façon facile, vous allez prendre la Poste e-Santé. C'est vraiment... Ce qui est important pour nous, c'est de rendre le patient acteur de sa propre santé. C'est un service qui sera gratuit ou payant? C'est un service qui est gratuit pour le 2C et payant pour le 2B. D'accord, donc pour l'utilisateur c'est gratuit. Absolument. Mais qui va payer donc par exemple les cliniques dont vous parliez à l'instant? Les cliniques, les hôpitaux. D'accord. En fait, on fait payer ceux qui ont le plus grand intérêt à obtenir des parcours plus fluides, qui vont leur générer des économies, et donc ils ont plus de facilité à payer puisqu'ils se financent sur les économies qu'ils produisent. Là où si on veut développer à grande échelle et qu'on fait payer le 2C, on va avoir un frein gigantesque à ça. Est-ce qu'on pourra connecter des objets à cette application? Des objets connectés, par exemple, alors on parlait d'Apple, une Apple Watch, mais aussi un tensiomètre, un capteur cardiaque, des choses comme ça. Vous pouvez déjà connecter tous les objets connectés du marché. Moi-même, j'ai connecté un tensiomètre, un capteur cardiaque, etc. Et donc, alors après, pour que ça aille au-delà de l'intérêt, on va dire, technologique, parce que c'est très intéressant technologiquement, il faut avoir un vrai besoin médical. C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre votre tension tous les jours, si tous les jours c'est la même et qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que le corps médical est très important, parce que c'est lui qui va dire, et ce sont les hôpitaux qui vont dire, écoutez, vous pouvez rentrer chez vous, mais il y a une condition, vous allez suivre votre tension, ou alors vous allez suivre l'évolution de votre diabète, etc. Voilà la santé, le nouveau sujet, l'un des sujets principaux de la Poste qui se transforme et que vous pouvez découvrir ici à Vivatech. Rappelons que demain c'est une journée grand public, donc vous pouvez venir ici. Venez, vous allez voir des choses formidables sur la santé qui vont vous surprendre. Voilà. Plus toutes les petites startups qui sont... il y en a combien? 40, on a 40 startups qui sont tout autour. Dont une startup de santé absolument extraordinaire qui a été montée par l'IRCAD, qui est leader mondial sur tout ce qui est assistance des opérations chirurgicales avec du digital. Et vous allez pouvoir voir l'intérieur du corps humain qui est connecté à cette application de santé également. Et on découvrira d'ailleurs une startup qui est hébergée ici à la Poste tout à l'heure, c'est iEmergence. C'est un petit robot qui surveille en fait votre maison. Nathalie, merci. Merci Nathalie Collin. Si vous pouvez rester avec nous 5 minutes puisqu'on va parler de jeux vidéo. Alors je sais que vous avez de grands enfants qui sont fans de jeux vidéo, qui viendront peut-être demain ici à Vivatech découvrir cette grande salle d'arcade que Joachim Tull va nous présenter. Bonjour Joachim. Bonjour, bonjour à tous les deux, et ravi d'être avec les deux grandes voix de la tech française. Ah bah ça c'est gentil, merci, merci. Effectivement, nous Ubisoft est présent à Viva Technologies pour présenter à la fois notre démarche d'innovation, parce que c'est vrai qu'on est un métier qui croise la technologie et l'art, et du coup on explore en fait toutes les technologies pour voir ce qu'elles peuvent apporter dans nos projets, dans nos jeux, etc. Et puis effectivement, demain, dès demain matin, on ouvre un espace qui est dédié purement au gaming, dans lequel on va permettre de tester des jeux qu'on a sortis récemment pour tous les publics, comme Mario et les Lapins Crétins ou Assassin's Creed, parce que c'est des jeux qui sont à la fois divertissants et que nos joueurs aiment beaucoup. Et puis on va pouvoir présenter en avant-première un jeu qui est assez original, puisqu'il s'appelle Space Junkies, qui a été développé par notre studio de Montpellier, qui est un jeu en réalité virtuelle qui se joue à plusieurs, en multijoueur et de manière compétitive. La réalité virtuelle, ça y est, vous vous lancez dans la réalité virtuelle? Alors on a l'impression que ça traîne un peu quand même. Ça fait des années qu'on évoque des jeux en réalité virtuelle.
Ça y est, il y en a un qui sort enfin. Alors on y est depuis un certain temps, on a des jeux sur toutes les plateformes de réalité virtuelle, nous Oui. on les explore. Aujourd'hui c'est pas un marché de masse, c'est encore un marché de niche et le nombre de masques de réalité virtuelle installés chez les particuliers reste faible. On investit aussi beaucoup sur l'arcade VR, c'est-à-dire les salles d'arcade qui proposent de la réalité virtuelle, parce qu'on est convaincu qu'elles vont démocratiser l'usage de la réalité virtuelle et donner envie aux consommateurs de s'acheter un casque et un équipement. Alors c'est sur quelle plateforme ça exactement? Alors celle-ci est sur Oculus. Absolument. On voit le monsieur d'ailleurs, il a un PC portable accroché dans le dos. Dans le dos, ouais. Exactement. Alors ici on a un HTC Vive, pardon, On a sur l'impression l'expérience qu'on des va- labins crétins. Donc On là-bas. a l'impression qu'on part en guerre là quand même. Hein. On a le sac à dos qui va bien, le casque et tout. Alors effectivement, ça c'est une expérience qu'on appelle en room scale, c'est-à-dire c'est un labyrinthe physique dans lequel on a de la réalité virtuelle et pour pouvoir transporter le PC, on a un backpack, donc un Oui, pour être, ordinateur portable. pour être libre en fait. Pour être libre. C'est ça. Et à ce moment-là, du coup, l'expérience de réalité virtuelle, elle est enrichie par le fait d'avoir une structure physique qui permet de compléter les sensations qu'on a dans la réalité virtuelle avec une structure qu'on peut toucher. Et le labyrinthe, qui a une dimension limitée, finalement paraît beaucoup plus grand quand on est dans l'expérience, puisque on découvre des nouveaux paysages, des nouveaux décors ou des nouvelles interactions à chaque tournant. Joachim, c'est encore expérimental pour vous la réalité virtuelle ou c'est une Oui, ça commence à être plus sérieux. C'est un pari qu'on fait depuis le début. On est présent sur toutes les plateformes, que ce soit les plateformes mobiles, où on a beaucoup parié sur les plateformes HD. Aujourd'hui, on a plusieurs jeux qui sont disponibles. Ça reste un marché sur lequel on parie parce que d'un point de vue créatif, c'est extrêmement porteur. Ça permet de créer des expériences vraiment inédites, vraiment différentes et une immersion beaucoup plus forte. Mais on l'explore au même titre que d'autres technologies comme la réalité augmentée ou la blockchain parce qu'on pense qu'il y a un potentiel. La blockchain dans le jeu vidéo. Absolument, Ah oui. on a un prototype qu'on présente sur notre stand qui sera présent également demain, où nos équipes on présente un prototype de jeu qui utilise la blockchain parce que le jeu vidéo est devenu massivement connecté, on joue tous en ligne, on est de moins en moins nombreux à jouer de façon solitaire et ça repose sur des infrastructures réseau qui sont encore très centralisées par nature. Et pour accompagner la croissance du jeu en live, la blockchain est très prometteuse puisqu'elle permet effectivement de faire du jeu live à grande échelle sans passer par Un des peu partout. infrastructures. Exactement. Joachim, dernière question. Ubisoft est un énorme éditeur de jeux vidéo, reconnu mondialement. Comment va évoluer le divertissement? Aujourd'hui, votre principale part de marché, c'est les consoles de jeux. Ça va rester combien de temps comme ça? Est-ce qu'on, pendant plusieurs années encore, on va acheter un jeu qu'on va installer sur une console? Ou est-ce qu'on va passer à l'abonnement? Ou est-ce que demain, la réalité virtuelle ou même la réalité augmentée prendra le pas? Est-ce que vous avez une idée de comment tout ça va évoluer? Alors clairement c'est une question très large qui concerne pratiquement toutes les équipes chez Ubisoft. Ce qui est sûr c'est que le jeu vidéo, on est convaincu que c'est un médium qui a un potentiel formidable de croissance. C'est le cas depuis sa création et ça continue à accélérer. On pense que c'est destiné à tous les types de publics. Nous, on aimerait que vos enfants veniez jouer, mais on serait ravis que vous veniez jouer aussi. Parce qu'en fait, c'est un médium On qui a ira demain, énormément- Nathalie. Ça va. J'espère bien. Et c'est un médium qui a énormément de bénéfices. On pense que ça sert effectivement l'enseignement, la découverte, la confiance en soi, l'épanouissement. Et donc les bénéfices du jeu, on a envie de les apporter à un maximum de joueurs. Et sur la perspective qu'on voit, nous, on pense qu'à terme, tout le monde sera gamer de près ou de loin. Et que la montée en puissance des dispositifs, des appareils qu'on utilise, accompagnés avec les réseaux qui progressent Ouais. et donc le streaming qui devient possible avec des qualités de rendu exceptionnelles, ça va permettre de généraliser en fait l'usage du jeu vidéo et on espère que tout le monde jouera. On vous le souhaite. Tout le monde gamer. Ça pourrait être pas mal. Non mais c'est vrai, on évoque beaucoup Spotify, Netflix, etc. qui ont complètement bouleversé la musique et la vidéo. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est peut-être le seul objet physique. Mais qui a du mal à se dématérialiser. Qui a du mal à se dématérialiser finalement. On achète encore une boîte d'un jeu, on achète un jeu. Alors on peut louer certains services de jeux illimités, mais finalement c'est pas aussi impressionnant que Spotify Le ou Netflix encore. du jeu vidéo, c'est pas pour demain. Pas encore, en tout cas, il y a encore des exigences techniques qui Ouais. nécessitent du matériel. Mais on y viendra, non? En tout cas, il y a certains acteurs qui y vont. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la distribution de nos jeux aujourd'hui, elle est maintenant majoritairement digitale. C'est-à-dire qu'on vend maintenant moins de download. boîtes. Ah, on télécharge moins de que- boîtes, d'accord. Et effectivement, c'est une évolution, c'est un cap qu'on a passé il y a 1 ou 2 ans. Et certain qu'à terme... C'est dingue parce que Nathalie expliquait la transformation numérique d'une boîte qui a 600 ans comme la Poste, mais la transformation numérique pour une boîte qui est beaucoup plus récente comme Ubisoft, 30 ans. 30 ans, bah, elle est aussi là, hein. Ça évolue, ça change.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Nathalie, merci encore de nous accueillir ici sur le centre de la Poste. On merci parle à tout de Joachim suite. Tuile. Attendez, ne bougez pas, on a un petit jingle pour ça. On est super on va bien faire calé. les choses proprement. Vous allez voir. Et dans un instant, on va parler d'un petit robot qui va surveiller votre maison et D'un scooter connecté Ouais. électrique. Nos invités qui s'installent en direct. Ils se faisaient des ronds de jambes. Non, mais je vous en prie, allez-y avant moi. Non, mais après vous, non, mais allez-y. Puis là, maintenant, ça y est, tout le monde est installé, c'est parfait. Écoutez, voilà. C'est ça aussi le charme d'émissions live comme ça. Extraordinaire. On l'accueille. Toujours à Vivatech, donc. Jacques Bonneville, bonjour. Bonjour. Vous Bonjour. êtes vice-président responsable du programme électrique chez Peugeot. Peugeot, spécifiquement pour les deux roues. Hein. Pour les C'est scooters, ça oui. Pour les C'est scooters. Peugeot Scooter d'ailleurs. Peugeot Scooter, Scooter. oui. Peugeot Comme ça. Scooter, oui. Ça n'a rien à voir avec Peugeot normal ou c'est la même chose? Enfin, Si, c'est- si. Ah, il Si, doit y si, avoir c'est une un filiale, nom, enfin, il y a une filiale. participation de D'accord. Peugeot. Et puis Théophile Gonos de Émergence, Bonjour. start-up dont on parlait tout à l'heure. Voilà, qui est Avec hébergé ici d'ailleurs sur le centre de la Poste. Tout à fait. votre petit robot que vous avez sur les genoux. Voilà. On va commencer par le scooter. Ah bah oui, Hein, alors ce scooter, il est fait juste beau, là il fait derrière. chaud là. C'est le temps idéal pour aller faire du scooter. Je suis sûr que Pierre la bonne Thiolin, journée. avec sa caméra, va nous le montrer. Voilà, on l'aperçoit. Donc il est en quelque sorte dévoilé en France, ici à Vivatech, Oui, c'est ça, exactement. Oui. alors qu'il est déjà en circulation aux États-Unis. Ouais, il est en circulation dans un programme de libre service aux États-Unis à San Francisco. Et alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce scooter? Et donc, ce qui est particulier, c'est un peu le thème d'ici, c'est que il est connecté. Il est connecté pour modifier l'usage. Donc, il a une carte SIM intégrée, donc comme un téléphone. Vous avez à l'intérieur du châssis un boîtier SIM qui est fourni par AT&T. Donc je peux passer un coup de fil avec mon scooter. Ouais, presque. Non. presque. Et en fait, ça nous sert surtout à arriver à rajouter des fonctions à distance D'accord. pour avoir par exemple sur son appli l'état de charge, où est-ce qu'il est. Si vous êtes sorti d'une soirée, vous savez plus où vous l'avez mis, donc il y a une géolocalisation. Et également en cas de vol, il y a un tracking intégré, donc si jamais on vous le vole, déjà vous le voyez partir, le téléphone vous alerte comme quoi il est parti, Ça, c'est et puis embêtant. vous pouvez le bloquer à distance. Ça doit être Ça stressant existe- quand même ça- de voir que son Voilà. scooter s'en va. Oh, Voilà. mon scooter Non, qui mon scooter part. s'en Et va. donc on peut le bloquer, donc c'est vrai que c'est une fonction Ah oui. tracking intégrée. Ouais. Mais ça Donc- n'existait pas, ce type d'équipement connecté sur les scooters. Alors, on n'est pas expert des deux roues motorisées. Non, hein. ça existe dans le cas de scooters en libre service, parce qu'on vient rajouter Voilà. cette fonction. Mmh. Ce qui est un peu Le dit. City Scoot qu'on trouve à Voilà. Paris a également une Il y a cette dimension, fonction qui est rajoutée dedans, ce qui est différent avec le nouveau scooter Peugeot, c'est que toute cette partie est intégrée dans le véhicule, y compris pour les particuliers. Alors Voilà, que d'accord. dans les autres cas, c'est que pour les flottes. Jacques Bonneville, rappelons quand même là aussi, une chose importante, il est électrique, on met pas d'essence dans ce machin-là. Oui, bien sûr, donc c'est vrai que c'est une chose importante. Il a une batterie, alors c'est vrai que c'est un scooter équivalent 50, donc ça se conduit sans permis ou avec un BSR. Ce qui est important, c'est qu'il a une batterie amovible. Et donc on n'est pas limité en kilométrage, c'est-à-dire qu'avec une batterie on fait environ 50 km. Et si on en a une deuxième, on Si peut. vous en mettez une deuxième, vous faites 100, et si dans le cas d'utilisation de livraison par exemple, vous pouvez la. Mais je peux en changer stocker la combien de batteries? Pardon? Combien je peux en stocker de batteries sur le scooter? On met une batterie. Je mets une batterie. Oui, et tu Ah mets oui. les autres dans ton sac à dos. Non, il y a un coffre, on peut Ah, il y a mettre un une coffre. Ah deuxième oui, derrière. ouais, c'est ça ma question. C'est que Non, je non, peux il y a- mettre des batteries de Voilà. secours, enfin de On peut secours. avoir une batterie de secours si on va aller plus loin. D'accord. Enfin, si on va Mais aller ce qui est vraiment plus loin. intéressant, c'est que par exemple, si je fais moins de 50 km par jour, le soir j'arrive chez moi, boum, je prends ma batterie, Voilà. je la monte chez moi, je la branche, le lendemain Voilà. matin je suis plein. Et il n'y a pas besoin d'avoir une station de charge en bas qui peut être pleine. Et puis D'accord. également, la particularité, c'est que le chargeur est dans la batterie. Donc vous ne promenez pas la batterie d'un côté et, le câble de chargeur de l'autre. l'autre. Ah oui. D'accord. Bonne idée, c'est malin ça. Le chargeur est dedans, parce que souvent on va au bureau, on dit tiens j'ai ma batterie comme un PC Oui. et j'ai pas de chargeur. Donc là on a mis le chargeur à l'intérieur de la batterie. Donc il y a un câble qui est. Bah, à la limite on débranche le câble de l'imprimante et on se branche avec le câble de l'imprimante. Il y a D'accord. juste un câble Ouais. normal. Ils vont être contents, les gens. Très bien. Alors bon. Alors il coûte combien ce scooter? Voilà, c'est ça la question et on a un peu peur avec Jérôme. D'ailleurs, je lui tiens le bras parce que j'ai peur qu'il Alors ça dépend s'évanouisse. comment on voit les choses. Vous savez, les. Aïe aïe aïe. Ça dépend Quand comment on voit les choses. Quand on commence comme ça, c'est pas Non, bon ouais. signe. Non, en fait, ce scooter, il va être vendu à un peu moins de 5 000 €. Ah, merci beaucoup. Vous Voilà. pouvez sortir de ce plateau. Mais ce qu'il faut préciser, c'est quel est le coût d'utilisation, parce qu'en fait, dans toutes ces opérations, quel est le coût d'utilisation. Donc c'est vrai qu'on a, bon là, on a Paris sur la région Île-de-France. Aujourd'hui, il y a une aide de 2 000 €. Ah, Donc Ouais. il y a 1 mais 500 €. aujourd'hui, enfin, Aujourd'hui, pour les professionnels, c'est un scooter un peu plus professionnel. d'accord. Il y a la région Île-de-France qui vous donne 1 500 €.
Et puis il y a Et si je suis pas professionnel, non. Ah. Mais c'est un scooter un peu plus utilitaire D'accord. celui-là, pour l'instant. Et ensuite, vous avez droit à 500 €, comme tout scooter, par rapport à la taille de sa batterie. donc on tombe à 3. Donc vous tombez à 3. La très bonne nouvelle, si vous faites un calcul sur 2 ou 3 ans, vous économisez sur 3 ans, sur 40 000 km, 3 000 € d'essence. À ce point-là. Donc en fait, ça ne vous coûte rien. C'est-à-dire que en faisant quoi, 50 km par jour, c'est ça? Non, enfin, on a compté sur c'est une utilisation de livraison, par exemple, pizza, sushi. D'accord. enfin, Au bout de 3 ans, j'amortis en fait. Au bout de 3 ans, vous amortissez l'intégralité du scooter. Alors, ce qui est différent, c'est que le prix facial est plus cher parce qu'en fait, vous achetez l'énergie pour 3 ans, pour 2 ou 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'on va développer chez Peugeot Scooter des programmes de location. Et là, on va voir que Attendez, sur 3 ans, vous achetez l'énergie, c'est-à-dire qu'on a. en fait, la batterie, quand vous la rechargez, ça vous coûte quasiment rien. Oui, Une batterie mais coûte bon. très cher. Donc en fait, vous rechargez votre batterie. Quand vous changez une batterie, ça vous coûte moins d'1 €. Mais c'est votre réserve de carburant. Donc la batterie, elle dure bien sûr. toute la vie du véhicule. C'est comme pour les voitures électriques. C'est comme pour les voitures électriques. Voilà, on est dans Alors, la même problématique. Voilà, ce qu'on a, c'est vrai que maintenant on arrive à des niveaux aussi de fiabilité, de performance qui sont importants, plus qu'il y a quelques années. Et donc on a fait des calculs avec des opérateurs que vous voyez dans les rues. On est aujourd'hui avec ce scooter entre 15 et 20% moins cher qu'un scooter essence équivalent. D'accord. Mais ça intéresse les gens qui raisonnent location. C'est-à-dire si vous louez ça 50 ou 100 € par mois, en fonction des services, vous serez à 20% moins cher en électrique. Non mais sans compter que dans les rues, ça fait plus de bruit. Voilà. Alors ça franchement, Ah oui. Alors là, bravo. merci beaucoup Ouais, Jacques merci. Bonneville. Ça c'est la première chose. Vous savez, intéressante. je ne sais pas si vous savez, on a eu une discussion avec Et la la mairie de deuxième, Paris. ça pollue pas. Ouais, la mairie de Paris disait qu'un livreur de pizza, je ne serais pas de marque, Pouvez avec un scooter de temps, pouvait réveiller 100 000 personnes en une c'est nuit, pas mal. Ouais. en traversant Paris d'est en ouest. Ah, Parce qu'après se partager la pizza à 100 000, ça fait, Voilà. ça fait des petites parts. Et donc c'est vrai qu'au niveau pollution sonore aussi, c'est Bien sûr. Et puis pollution. un gros tout court. avantage. Pollution Après, tout vous court. avez de moins en moins de stations-service dans les villes. Donc voilà, D'accord. c'est les scooters 50 qui va progressivement tout Il remplacer. arrive là en France, ça y est? Ouais, alors finalement, il arrive là, il va bientôt arriver, début juillet. D'accord. Donc, Et est-ce qu'on aura une version grand public? oui, alors la première qu'on lance, elle a toute la connectivité, c'est pour ça qu'elle coûte Ouais. ce prix-là aussi. Et puis, on a un plan chez Peugeot Scooter, donc je vous donne rendez-vous dans les prochains grands événements, où on va dévoiler toute une gamme de scooters électriques plus grand public, donc Ouais. dans quelques mois. Vous Mais il y êtes a plus- un très gros programme Peugeot dans les tuyaux. Électrique? C'est D'accord. l'avenir. Un jour, il y aura 100% de scooters électriques. Dans les 50 cm3, on y va quand même pas mal, parce Ouais. qu'avec les nouvelles normes Euro 5, avec une cartographie homologuée, on n'arrive pas à monter des côtes. Enfin, on est très Ouais. limité. Donc là, l'électrique est en train de prendre l'ascendant au niveau performance sur le 50. Donc la clé, ça va être vers le mois de... Enfin, pas le mois, l'année fin 2020. Il y a les normes Euro 5 qui rentrent en vigueur sur les 2 roues, Sur l'émission, en fait, c'est les normes les d'émission. émissions. hein. Donc en fait, pour arriver à faire monter une côte à un scooter 4 temps, D'accord. il faut tellement le brider qu'il ne montera plus. Et donc on pense que L'électrique prendra le pas là. prendra à pas ce en moment-là. 2020, vraiment. Ah oui, pour des À ce raisons moment-là, de- sur les Parfait. 50. Bon, en tout cas, c'est bien, ça prouve que Peugeot Scooter est dynamique. On aimerait bien que Peugeot normal soit aussi dynamique dans l'électrique. Mais Oh, vous y ça êtes pour vient, rien. je pense. Vous y êtes pour rien, mais il y a Non, pas non, grand. mais il y a je crois qu'il y a des gros Bah, ça programmes, fait- ils ont ça déjà fait des annonces. Mais ça fait 3 ans qu'ils nous disent ça, donc j'espère que ça va arriver Oh, un je jour. pense que ça vient, oui. Ça arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ça vient, ça vient. Bon, c'est une longue histoire. Turbo hein, Price. l'électrique. Ouais, ouais. Ouais. Ça prend du temps. Merci beaucoup, Je vous Jacques en prie. Bonneville. Merci, restez avec nous. Et comme nous, vous êtes certainement parfois un petit peu inquiet de ce qui peut se passer chez vous quand vous partez en vacances, par exemple. Comment surveiller son domicile à distance? Alors, on peut soit mettre des caméras partout dans toutes les pièces, on peut soit laisser son chien enfermé à l'intérieur, mais le chien en général l'apprécie pas forcément. Bah, surtout au bout de 3 semaines, quand il n'est pas sorti, Exactement. qu'il n'a plus Voilà. rien à manger. Ça marche pour un poisson, mais pour un chien, c'est plus difficile. Donc, la solution, bah, c'est le robot. Le Mais robot bien sûr, qui- Jérôme, enfin. enfin, évidemment. Et il y a une start-up française, monsieur, qui est ici sur le stand de la Poste, qui a développé ce petit robot. Tout à fait. Bonjour. Voilà, Bonjour. comment il s'appelle ce petit robot? Vous Alors, voulez ce le poser petit sur la table? Non, c'est possible, Il y a eu un pas petit possible accident en fait. Non. Ah bon, voilà, d'accord. avec sa roue. Donc Ah on d'accord, peut pas- il y a on eu peut un pas le accident de poser. roue. Il a crevé. Voilà. C'est les incidents de transport dans les salons, etc. Ça arrive. Il faudrait créer des robots Oui. salon-proof. Alors Théophile, expliquez-nous, à qui s'adresse ce type de robot? Alors, il y a deux marchés. Il y a déjà le marché des personnes à domicile, donc voilà, ce qu'on appelle le B2C. Qui nous les gens- intéresse, hein, voilà, parce que je voilà. pense que c'est ce qui intéresse plus les téléspectateurs aussi. Donc, comme vous avez dit, système d'alarme, etc. Il y a des choses assez compliquées. Il y a pas mal de contraintes, l'installation, le paramétrage, des déclenchements qui peuvent être intempestifs. Et surtout, il faut constamment penser à l'enclencher quand on s'en va et puis le désactiver quand on revient de la maison.
Donc ce petit robot, il a été conçu pour pallier un peu tous ces problèmes. Il va agir comme un chien de garde. Donc, sauf qu'il n'y a pas besoin de le nourrir, pas besoin de le sortir, on disait. Il faut le recharger un peu quand même. Il se recharge tout seul. Oh, mais donc il est trop retourne fort. à sa borne. Voilà, donc Jacques, il faut que votre patrouille. scooter prochaine génération se recharge tout seul. On va y penser, il faut Voilà. qu'on y pense, je pense. C'est-à-dire qu'il repart, hop, il va trouver une borne tout de suite. Et donc, En fait, il cartographie la maison, il repère les points d'accès, donc les fenêtres, les portes-fenêtres. Donc pour lui, c'est des points un peu dangereux de la maison. et il arrive à les détecter tout seul. Voilà, il les détecte. Oui, les ouvertures en fait. Après, D'accord. s'il y a certains points, un petit problème, on peut lui spécifier qu'à ce endroit-là, il y a vraiment quelque chose d'important. Et donc, lors de ces patrouilles, il va regarder si les gens qu'il rencontre sont des gens autorisés ou pas. Donc, en gros, il y a une caméra en haut à 360, on repère les humains. Il se tourne vers eux et il arrive à les identifier, donc savoir si Reconnaissance faciale. faciale, vocale et d'autres types de reconnaissance. Faciale et vocale. Ah oui, donc il faut lui parler. On pour peut lui qu'il- parler, c'est-à-dire qu'en cas de doute, la reconnaissance faciale n'est pas toujours efficace à 100%. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit qui êtes-vous et puis. Voilà, alors c'est pas qui êtes-vous, il faut imaginer un petit peu comme R2D2 dans Star Wars. Il va plutôt faire des bips interrogatifs D'accord. en se disant bah, j'ai un doute sur qui vous êtes. Oui, Euh, déclinez votre identité voilà, avant que dites j'ouvre le quelque feu. c'est Mais ça après, vous imaginez, vous avez un animal de compagnie à la maison. De toute façon, si vous rentrez chez vous, vous allez naturellement vous adresser à lui. Il va venir et puis vous allez C'est vrai. lui parler. Donc ça va être un réflexe. C'est pas quelque chose qui va être dérangeant. Mais est-ce qu'il peut remplacer un petit peu un animal de compagnie? C'est très à la mode ça. On voit oui. Ibo, etc. Mais est-ce que par exemple il va venir me faire la fête quand j'arrive du travail le soir? Pour les gens Ou- qui ou ont, est-ce que- qui ont des grosses carences affectives. C'est vous ça. voyez. Tout Voilà. à fait. Alors on a, Et donc, on a prévu Oui. on a Non, prévu non, un peu d'interaction. Un peu ouais. d'interaction. Mais il n'est pas c'est-à-dire- fait pour ça. Il est pas fait pour ça. Nous, C'est on a- pas Ibo, c'est pas le robot de Sony. Par Pas exemple. du tout. C'est pas fait pour remplacer votre chien, votre chat. D'ailleurs, Ouais, il est monotache celui-là, il fait de la surveillance. Ah oui. mais la surveillance, mais générale, ça veut dire qu'il va aussi détecter, par exemple, de l'eau au sol. Donc c'est un potentiel Ah dégâts oui. des eaux. Ah oui. Vous allez pouvoir C'est être averti dans ce cas-là. Bien. Ou un départ de feu. Donc vous avez des systèmes d'alarme qui vont sonner chez vous parce que la fumée monte. Donc le robot il est au sol, donc c'est un peu plus embêtant. Mais par contre, il va entendre la sonnerie et il va pouvoir vous prévenir Ah, à l'extérieur. Il va pas détecter la fumée. Pas la fumée. Il va Non. détecter l'alarme, L'alarme, voilà. la D'accord. sirène en fait du détecteur de fumée. Tout à fait. Sachant qu'on est dans l'ère des objets connectés, donc c'est un robot qui va être entièrement connecté, Ah oui. potentiellement à la maison. Vous avez donc, imaginons des stores électriques connectés. Il fait un peu chaud l'été. Vous avez oublié de fermer votre store. Le robot passe devant la fenêtre. Il y a du soleil et Il il va dit, tiens, pouvoir si je ferme un choisir peu de le baisser, store. baisser les stores. Ah oui. D'accord. Alors il faut juste lui ajouter la fonction aspirateur et ménage. Hein, parce Ouais, que- alors Ouais. ça fait du bruit les aspirateurs, Ouais, donc ouais, pour la c'est sécurité problème. c'est embêtant parce qu'il possède 3 microphones, donc ça permet de localiser une source de bruit. Donc si quelqu'un D'accord. essaie de forcer par exemple, etc., il va entendre, il va aller, tout comme un chien, se diriger vers cette source de bruit et voir ce qui se passe. Théophile, vous en êtes où? Alors là on est en phase, on finit la R&D, phase de pré-industrialisation. D'accord. Et on va lancer la phase d'industrialisation les prochains mois. Donc pour ça, on cherche des fonds, comme beaucoup de startups. Ouais. Voilà. Donc actuellement, soit on cherche des partenariats avec des entreprises qui seraient intéressées par ce type de produit, donc pour finir le développement et l'industrialisation avec nous, Ouais. soit des investisseurs. Et alors, Et elle- Vivatech est intéressant, typiquement pour rencontrer des Très- investisseurs. Très intéressant. On a beaucoup de Ouais, beaucoup de monde. retours. La Vous avez les bonnes sécurité, pistes, là la sécurité intéresse énormément, que ce soit les assurances ou les entreprises de sécurité viennent nous voir. Donc voilà, les investisseurs énormément. Ça pourrait coûter combien un robot comme ça? Alors l'objectif de prix pour les particuliers c'est 1500 € TTC. D'accord. Voilà. Après, ça surveille aussi les entreprises, on n'a pas trop parlé, mais l'idée c'est pouvoir le déployer en flotte, donc en Ah fait oui, sécuriser dans un les espace bureaux, très grand. etc. Bien sûr. Voilà. Mais même pour le grand public, on peut imaginer que des assurances soient partenaires de ce Oui, type tout à d'appareil, fait. non? Tout à fait. Ouais. Mais alors, il y a une J'avais chose oublié, qu'on n'a c'était pas les dit. assurances. Il y a une chose qu'on n'a pas dite quand même, c'est que quelqu'un pénètre chez moi par effraction. Qu'est-ce qu'il fait le pauvre là, mignon tout plein? Eh ben, il va se mettre en mode alerte, donc première chose, il va Ouais. vous envoyer sur Et- votre téléphone une alerte. Premièrement, vous allez avoir un D'accord. retour audio et vidéo, donc ça va être enregistré, c'est une preuve pour la police. Et le robot va essayer de faire fuir l'intrus. Ah, et qu'est-ce Voilà. qu'il fait pour Et lui quand faire même. fuir? Alors il a une alarme, comme une alarme classique, 95 Donc- décibels, donc il sonne, c'est ça assez fait- fort. ça fait Voilà. du bruit. Et des flashs aveuglants, on ne peut pas trop le regarder en face. D'accord. Et c'est Ah, assez d'accord. stressant, sachant que 95% des gens s'enfuient quand ils sont détectés. Il rentre pas dans les pieds de la personne pour l'essayer de le faire Non, tomber. il n'y a pas encore cette Non. fonction. Au contraire, il se tient à distance. Il n'y a pas il se de tient à rayon distance. laser, de trucs. Non. Il lance De- pas des. Il lance pas des. Des nunch- il lance pas Non. des nunchakus, des Il y a trucs autre- comme ça. Il y a autre chose qui est prévu, mais là, j'en parlerai pas. C'est Ah. c'est la prochaine phase. Mais non, pas de taser, pas de choses comme ça. C'est Ah oui, interdit. voilà, un taser. Non, non, ça c'est comme interdit. pas. D'accord. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, bien sûr. Parfait. Eh bien, très bien. On Bon, vous bah, souhaite très bonne bien. chance et bon Merci. Vivatech. Merci. On espère que vous allez rameuter plein de sous. Voilà. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, AI Emergence. Il y avait un jeu de mots, tu l'as compris?
Et émergence, AI, ça fait émergence. Voilà. Ah ouais. Bon, voilà. Non, j'avais J'ai pas attendu la suivi. fin pour le préciser. Non, mais c'est bien, belle précision. Et bien voilà, c'est sur ce beau jeu de mots que se termine ce 01 Absolument. Live spécial Tout à fait. Vivatech numéro 2, les amis. On se retrouve demain, Oui, toujours demain Vivatech. samedi. Demain samedi, ce sera donc la journée grand public. Passez nous voir sur le stand de la Poste. Voilà, on enregistrera l'émission aux alentours des 13h30. Vous serez les bienvenus. Ça nous fera plaisir de vous rendre, de vous connaître, hein, tout simplement. Tout simplement. Merci à Jean-David Duhart, Pierre Thiolin, Thomas Remiret qui était aux manettes. Portez-vous bien. Salut à tous. Et à demain.